Allez, le crack Michel-Ange Bali. Le frère de la fraude. Le frère de la fraude. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Je suis extrêmement heureux de vous recevoir avec des chroniqueurs aussi piquants que délicieux. On va les présenter, mais juste avant, on doit vous parler d'un truc important. Regardez ceci. C'est un cadeau absolument exceptionnel que vous offre le Clubhouse Football Time aujourd'hui. Eh bien, tout simplement, ce maillot a été porté en Ligue des Champions. On suppose que c'est le match Benfica Club de Bruges par Hans Van Aken. Porté par Hans Van Aken, le maillot du Club de Bruges a gagné. Pour ce faire, il faut tout simplement répondre à une question et ça se passe dans les commentaires, c'est très très important. Le score final du match du derby brugeois qui arrive entre le Cercle et le club et puis bien sûr le nom du premier buteur du match, c'est hyper important. Voilà, c'est le premier cadeau exceptionnel que vous offre le Clubhouse Football Time cette saison, il va y encore en avoir. Donc forcément, on vous le rappelle, maillot porté par Hans Van Aken en Ligue des Champions. Regardez, il est là. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour moi, logiquement, je le récupère chez moi, c'est exceptionnel. Vous imaginez faire un five avec ça, c'est fantastique. Xavier, bonjour Xavier, comment ça va? Toi aussi, hein. Un petit soccer avec ça, c'est pas mal. Ça irait mieux avec le maillot de Van Aken pour moi. Effectivement, c'est un maillot L, comme ça vous savez tout. Bonjour Quentin, comment ça va? La forme, hein. Toi aussi, tu aurais bien aimé la voir, hein. Franchement, c'est collector, c'est inédit, c'est waouh. C'est absolument fantastique. Et puis, aujourd'hui, eh bien, nous avons un autre chroniqueur qui est venu s'ajouter. Vous ne connaissez peut-être pas son prénom, mais on va vous le décrire. Cet homme s'appelle Nicolas et il tient le compte le plus suivi concernant l'actualité des Diables Rouges et du football belge sur Instagram. C'est très important. Il est également présent sur Twitter sous le nom de @DiableActu. Bonjour Nicolas, comment ça va? Eh ben, salut Sacha, très content d'être ici. Ben écoute, je suis hyper content de te recevoir. Tu es vraiment la bienvenue ici. Et puis, je pense qu'on va bien s'amuser parce que le programme aujourd'hui, il est vraiment hyper intéressant, hyper complet. On va parler d'Anderlecht, du Standard, du Club de Bruges, des Diables Rouges, des situations de différents Diables Rouges aussi. Mais tout d'abord, bon Nicolas, il faut faire une confession à nos amis. Tu es grand fan du Royal Football Club de Liège. C'est quand même une très grande qualité. Félicitations pour ça. Voilà, déjà, on va se serrer la main. Et puis, je voulais te dire, quel est ton sentiment sur ce qu'est en train de créer le RFC Liège? Encore une fois, vainqueur ce week-end face au KRC Genk U23, donc les Young Genk 3-2. Là-bas, c'était à Kiel, hein, c'est le stade de Kiel. C'est quand même exceptionnel ce qu'est en train de créer cette équipe de Gaëtan Englebert. Bah, franchement, ils se débrouillent bien en ce début de saison. On peut le voir. Les matchs qu'ils font, on s'attendait pas forcément à ça. On aurait pu croire que Liège jouerait le maintien, qu'ils seraient dans les derniers. Et pour le moment, c'est pas le cas. Ils sont 5e pour le moment. Donc, et s'ils avaient gagné contre Anderlecht la semaine dernière, ils seraient même dans le top, même premier, je crois, s'ils avaient gagné. Donc non, franchement, le début de saison de Liège, très content. Tu penses que le RFC Liège aurait pu rêver de telles ambitions au début de saison? Au début de saison, je pensais pas. Franchement, quand j'ai imaginé la saison, je pensais qu'on allait être dans les derniers. Mais finalement, ça n'a pas été le cas, quoi. Ben non, franchement, pour le moment, en tout cas, ça se passe bien. C'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant, effectivement, avec des joueurs vraiment qui commencent à se révéler aussi. Yannick Loemba, qui est un joueur de ce niveau, Challenger Pro League, assez intéressant. Un Bertaccini qui commence vraiment à reprendre le relais d'un Perbé. Tu me disais tout à l'heure, ce qui nous manque peut-être, c'est cette expérience entre le milieu et l'attaque, pour apporter justement un petit peu plus de quiétude, d'équilibre à ce collectif, c'est ça? Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ou alors remplacer, j'aime bien Bertaccini, mais je pense qu'un joueur d'expérience, comme par exemple dans le style de Eyal Vossen, qui a joué au plus haut niveau, ça pourrait être une bonne chose d'avoir un joueur comme ça qui a vraiment joué en Pro League, on va dire, qui redescend en fin de carrière, comme avec Perbé, on avait... Il y a le Vossen qui coûte 500 000 euros par an quand même à Zulte Game. Je ne pense pas que le RFC Liège ait les finances pour le faire. Ça c'est sûr, mais dans le style, je veux dire, dans l'idée. C'est très intéressant, effectivement. Voilà. Messieurs, un petit avis global, sur le RFC Liège, si vous n'en avez pas, je vous en voudrais pas, pardon. Mais par contre, sur la Challenger Pro League en général, comment vous situez cette compétition? Est-ce que vous la regardez? Est-ce qu'elle vous intéresse? Xavier, je sais que tu as une appétence particulière parce que tu suis le RFC Serein. Donc voilà. Comment est-ce qu'on jauge cette compétition de ton côté? Je pense que c'est une compétition qui est quand même plus ou moins attractive, moins que la D1 évidemment. Il y a des équipes intéressantes. Moi, par contre, je suis pas fan des équipes U23 de l'élite du championnat belge parce que ça fausse un petit peu le championnat. Ça leur permet d'avoir de l'expérience, mais je trouve que ça fausse un petit peu le championnat.
Mais sinon, je trouve que c'est quand même une compétition assez intéressante avec des équipes intéressantes comme Liège, justement, ici, qui fait un bon début de saison. On s'attendait pas forcément à ça, même si c'est la première année qui monte. Et on sait que les premières années, après une promotion, c'est toujours, tu surperformes un petit peu, j'ai l'impression. Donc, il faudra voir s'ils montent pas l'année prochaine ce qu'ils vont faire. Mais sinon, en soi, c'est quand même une compétition intéressante. Qu'est-ce qui leur manque au RFC Liège, selon toi? Et après, je poserai la question à Nicolas. Je pense de l'expérience, surtout. Et, ouais, surtout de l'expérience. Parce que le reste, ils ont quand même un mercato intéressant. Enfin, ils ont eu un mercato pour leurs ambitions, le maintien, et ils ont fait les transferts qu'il fallait pour pouvoir se maintenir. Donc en soi, ils sont cohérents, mais s'ils veulent vraiment viser le top et la montée, il aurait peut-être fallu un peu d'expérience, peut-être en janvier. De l'expérience, et puis voilà, assumer aussi ce statut de surprise. On ne les attendait pas au début de saison. Peut-être que là, maintenant, en deuxième partie, ils vont être un peu plus attendus. Peut-être aussi un mercato qui aura, je dirais, l'ambition d'être un peu plus, justement, ambitieux pour construire une équipe qui sera attendue, quoi. C'est un peu ça, Ouais, Nicolas. c'est ça. Intéressant aussi de s'intéresser à ton point de vue parce que je t'ai vu faire, mon cher Quentin, je t'ai vu faire un petit peu la moue sur les discussions et ce qu'a dit Xavier. Ouais, bien sûr. Moi, je suis pas d'accord avec ce que Xavier disait, notamment pour les jeunes des plus grands clubs du championnat. Parce que moi, je trouve ça super bien parce que ça va leur donner autre chose que de jouer à une compétition de jeunes U21. Là, ils jouent en division 2, ils jouent contre des hommes, des gens qui ont déjà peut-être de l'expérience, notamment un défenseur qui est jeune, qui a 17 ans, qui joue au Standard, à Genk ou Anderlecht, qui va affronter Yelvosen. Ce joueur, il va apprendre dans ce match. Pour moi, ça va être une aubaine pour ça. Et c'est ces jeunes-là qui sont peut-être le futur de notre équipe nationale. Faut pas l'oublier. Quand on regarde aux Pays-Bas, l'Ajax des jeunes et tout, qui jouent dans des divisions comme ça inférieures, après, on regarde les jeunes de l'Ajax, comme ils percent, c'est incroyable. Donc moi, je trouve que c'est une grosse plus-value. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour les jeunes de ces équipes-là, c'est top. C'est le but. Mais en soi, pour les autres équipes, je trouve que ça fausse un peu le championnat. Mais pour les jeunes qui jouent dans ces équipes-là, c'est top. Ils prennent de l'expérience, ils jouent contre des vraies équipes et tout, c'est mieux. Ça fausse pas forcément le championnat, parce que quand tu regardes le classement, c'est ni Anderlecht, c'est ni Genk, c'est ni le Standard qui est dans le top du classement. Ils peuvent pas monter, par exemple, déjà. Oui, ils peuvent pas monter, mais justement, donc du coup, ça gêne en rien. Et un club comme Zul, comme RFC Liège, ça gêne en rien. Mais c'est une plus-value pour les jeunes du championnat. S'ils sont, par exemple, on va dire, Genk, U23, on va dire, ils sont deuxième ou troisième. Peut-être que les matchs, ils vont les laisser aller, puis qu'ils savent qu'ils peuvent pas monter. Non, pas forcément. C'est pour ça que ça fait un peu au championnat. Non, pas forcément. Si tu sais que tu peux monter, les derniers matchs, tu vas les jouer à fond. Tu te retrouves premier les 5 dernières journées, quoi qu'il arrive, je peux pas monter. Ouais, mais c'est pas le cas. Tourner, si c'est pas le cas, ouais. on pourrait se poser cette question-là si c'était le cas, mais là c'est pas le cas. Et cette optique-là a été faite notamment, on peut le voir avec les jeunes de Charleroi, qui sont aussi en tête pour monter proche de la tête pour monter en division 2. Ils sont proches de la tête pour monter. Et c'est vraiment cette plus-value-là qui est pour les jeunes. Et moi, regarde Théo Léoni, on a vu qu'il a fait ses preuves là-bas. Bon, il était déjà prêt apparemment pour jouer avec les A depuis 2 ans, mais au moins c'est jouer en D2 qui lui a permis de tenir cette forme. Parce que je pense qu'un Théo Léoni, s'il joue pas là et qu'il joue chez les jeunes, je pense qu'il aurait régressé. Tandis que là, justement, il a maintenu son niveau et il était prêt et il est prêt. Oui, c'est ça. Puis après, c'est aujourd'hui, comment tu situes aussi le niveau de la Challenger Pro League? C'est surtout ça, moi, ma question, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir quel palier, quelle différence en termes d'intensité, d'impact et surtout de secondes. Parce que c'est surtout ça, en fait, quand on parle d'intensité, c'est le seconde de réflexion avant de faire le geste, avant de faire la passe, avant de faire le tir. C'est, voilà, on en est où et comment est-ce qu'on recalibre le truc pour voir vraiment hausser le niveau de jeu. Parce que aujourd'hui, on parlait du RFC Liège, la plupart des joueurs qui sont au RFC Liège aujourd'hui étaient en D1 amateur, étaient en National 1 la saison dernière, ont été champions, ont été plus forts que leur adversaire. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être plus pour moi de proximité entre la D1B et la Nationale 1 plutôt que le contraire. Il y a encore ce step à aller chercher et ça permet aussi effectivement aux jeunes de se développer, quoi. Mais bon, je suis pas persuadé. On aura la réponse l'année prochaine, parce qu'il y a déjà d'office 2 montants et peut-être même un 3e. Donc on pourra peut-être avoir 3 clubs de Challenger Pro League qui seront en D1A l'année prochaine. Et donc c'est à ce moment-là qu'on verra si Alors intéressant, très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement on a 2 montées directes et on a ce fameux petit play-off. Est-ce que le RFC Liège peut y être, Nicolas, dans ces fameux petits play-offs de la 3e à la 6e place si je ne m'abuse? Pourquoi pas? Franchement, on peut y croire, non? Ouais. Quand on voit le début de saison. En tant que supporter, c'est sûr que je vais dire oui, mais après, il faudra voir sur le terrain la deuxième partie de saison comment ça va se passer, quoi. Oui, il faudra aussi que le stade, on les connaît. Forza, Liegi, allez, on les connaît. Hein. Moi, j'ai joué au football déjà quand j'étais plus petit, moi. Alors, je connais, mon grand-père était au stade, mon père, c'est un club historique. Le RFC Liège, c'est finaliste je crois que c'est l'un des derniers finalistes de Coupe d'Europe, d'ailleurs, dans l'histoire du football belge. Hein. Donc, on parle quand même d'un grand club. Le RFC Liège, c'est quelque chose. C'est pas, et puis voilà, les supporters ont un impact. Est-ce qu'ils ont vraiment un impact sur les résultats, Nicolas? Évidemment, oui. Franchement, l'ambiance au stade, c'est magnifique pour un club de D1B. Enfin, non, franchement, l'ambiance à Liège est top.
Bon, alors, on va passer forcément d'un Liège à un autre Liège, le Standard. Bien évidemment, on démarre avec les moments forts de la semaine, les amis. Bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de parler des Rouges. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ils enchaînent un petit peu et ils retombent dans leur travers face à Malines. Pourquoi les Rouges ne parviennent-ils pas à enchaîner, Quentin ? C'était prévisible. Dernière émission que j'avais faite il y a 2 semaines, je l'avais dit, faut pas s'enflammer. Ils ont gagné contre Anderlecht, ils ont gagné contre Bruges, mais c'est contre les dites plus petites équipes, avec tout le respect que j'ai pour Malines, qu'il faut confirmer. Et ils l'ont pas confirmé. Il y a beaucoup de manquements. Déjà, il y a un réel problème. On met pas assez l'accent dessus. C'est inacceptable que ce soit Bodard qui soit élu homme du match tous les matchs. Il joue contre Anderlecht, c'est Bodard homme du match. Il joue contre Bruges, c'est Bodard homme du match. Il joue contre Malines, c'est Bodard homme du match. Ils vont perdre à Gand, c'est Bodard homme du match. Il y a un réel problème quand tu vois qu'il y a ça, c'est qu'il y a un réel problème dans ton effectif. Et puis, il faut en parler. Kamal Soa, je suis désolé, mais pour moi, il a pas sa place dans le 11 du Standard. Ok, on sait que c'est Houfkens qui l'aime bien, qu'il la connaissait à Bruges et qu'il le faisait notamment jouer en Ligue des Champions. C'était un choix de Karl Houfkens, effectivement. Clairement, mais il manque ce 10, il manque cet élément offensif qu'on regarde dans tous les grands clubs. Ils l'ont. L'Antwerp, là, avec Balikwisha. La Gantoise, là, avec un Tsoudali qui est en forme. Bruges, là, avec un Skovolsen. L'Union, là, avec un Amoura. Anderlecht, là, avec un Torgan Hazard ou un Dreher. Et le Standard n'a pas cet élément, ce 10, qui peut faire la différence et qui est là pour aider Kanga. On a vu Kanga, 2 fois, il lui met un caviar. Il fait une passe au gardien. Alors, il y a 2 solutions que j'aimerais te proposer. Et effectivement, vous pouvez bien sûr, évidemment participer au débat. Djenepo, c'est évident. Mais dans quelle configuration ? Est-ce qu'on met Djenepo derrière l'attaquant ou est-ce qu'on laisse... et dans ce cas-là, on laisserait Siam Tchanak dans cette position de latéral gauche où il était plutôt bon face à Malines. C'est le meilleur joueur de la première période, en tout cas au niveau du Standard. Il était vraiment intéressant. Ou alors, on prend le parti de mettre Siam Tchanak un petit peu plus haut dans un vrai rôle de 9,5, de 10. Et alors, on laisse Djenepo à sa position. Tu fais non, j'ai bien compris que tu n'étais pas d'accord. Premier choix, on a vu que Sian Tchanak était parfait dans ce rôle côté gauche parce que il a cette fougue, il a cette envie, il a cette énergie, c'est un combattant et à ce poste-là, on a besoin de ça. Il sait être bon défensivement, c'est sûr, il doit s'améliorer, mais il sait être bon offensivement. On l'a vu avec la blessure de Fossé, de Wall, c'était catastrophique. Hein. Sur l'apport offensif, c'est catastrophique. Ok, il est bon pour quand il y a un ballon qui vient de la tête et pour le mettre en touche, ok, il est bon, mais quand il y a eu le 1-1, justement, le Standard a essayé de passer par ce côté droit, mais il a perdu la balle. Il s'est pas éliminé ce joueur que Tchanak sait le faire. Donc moi, j'aimerais bien voir ce Djenepo dans le rôle beaucoup plus offensif et qui sait faire ce crochet, qui sait faire cette différence et qui sait être un tueur. Et ça va aussi faire beaucoup de mal au Standard de Liège, cette blessure de Marlon Fossé qui sera d'ores et déjà absent à l'Antwerp, qui va lui aussi rater la période internationale avec les États-Unis. Donc forcément, il aura plus de temps pour récupérer. C'est très bien pour le Standard. Mais ce qui était aussi, je dirais, la grande force du Standard ces dernières semaines, c'est cette faculté qu'avait Marlon Fossé à chaque fois aller harceler le côté droit. Est-ce que ces petits manquements, effectivement, commencent à t'inquiéter ? Est-ce que le Standard est à sa place ? Ou est-ce que le Standard peut encore, je dirais, au regard de ce que vous avez vu pour le moment, Xavier, peut encore aller chercher un petit peu plus haut ? On en est où ? C'est quoi le vrai niveau du Standard ? Pour moi, le Standard est clairement à sa place. Enfin, comme l'a dit Quentin, en fait, ils peuvent pas jouer toutes les semaines contre des grosses équipes. Et c'est pas nouveau. Déjà l'année dernière, ça fait plusieurs années. Contre les grosses équipes, ils sont capables de faire des résultats parce qu'ils doivent pas faire le jeu. Mais le Standard, dès qu'ils doivent faire le jeu, ils sont incapables de faire quoi que ce soit, ils n'arrivent pas à gagner. Quand tu regardes, ils gagnent que contre les grosses équipes, l'Antwerp, où ils font des résultats, l'Antwerp, Genk, Bruges et tout ça. Dès qu'ils jouent contre une équipe, entre guillemets, plus faible, ça va pas, parce qu'ils font les clowns. Et c'est ça. Et même ici, contre les grosses équipes, ça allait plus ou moins, mais au final, faut pas se rappeler qu'un match, c'est quand même 90 minutes, c'est pas 45. Ils peuvent pas jouer 45 minutes tous les matchs et espérer renverser la situation et gagner. Cette incapacité à créer des occasions quand on est dans des situations de plein jeu, c'est aussi quelque chose d'inquiétant. Nicolas, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Pour moi, le Standard, ce qui se passe actuellement, c'est que il manque de... lorsqu'ils attaquent, il manque vraiment un vrai relais de surface pour aller mettre ce but. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec Kamal Soa ou d'autres joueurs du Standard qui sont en attaque, on voit que quand le ballon va vers l'avant, il se passe rien. Il n'y a pas d'occasion réelle pour l'attaquant, quoi. Ouais, tout à fait, effectivement. Puis après, il y a Kanga aussi, qui est quand même un joueur qui bon dos goal, qui est intéressant dans son rôle, mais qui a beaucoup de manquements. Exactement. Je m'amuse, évidemment, de manière un petit peu ironique, à calculer le nombre de hors-jeu par match. Affolant. C'est affolant. C'est affolant. Pas professionnel. En fait, un attaquant, c'est son rôle de pouvoir gérer ça. Avoir 1 ou 2 hors-jeu, ça va, mais si à chaque match, t'en as 5 ou 6, là, ça devient un problème à régler à l'entraînement pour Karl Houfkens, en fait, Xavier. Mais clairement, même à côté de ça, je vais dévier un tout petit peu du sujet, mais toi, tous les manquements qu'on est en train de pointer au Standard actuellement,
honnêtement, ça fait combien d'années que c'est les mêmes manquements? T'as C'est pas de ça. stabilité en fait. C'est Ça ça. fait 5-6 ans que c'est les mêmes problèmes, aux mêmes endroits, toujours pareil, et qu'on rectifie jamais le tir. Chaque C'était année- ça le problème du Standard, tu vois. Ouais. Chaque année contre les grosses équipes, ils performent, et puis les petites équipes, c'est pareil, ils vont se planter à Malines dans un match nul, quoi. Parce que chaque année, ils disent on n'a pas d'attaquant, mais chaque année, à chaque match, toute la saison, l'attaquant, il a un ballon à jouer, 2 ballons à jouer. Ton attaquant, il peut pas scorer à tous les matchs si tu lui donnes pas de bons ballons. Ouais, C'est ça, le des problème. bons ballons, Oui, il en peut a de temps en avoir, temps, hein. mais il peut a en pas avoir. 15 occasions par match, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah ça, en Belgique, dis-moi, un attaquant qui a 15 occasions par match, il y en a pas non plus. Non, mais à aucun une match. flopée, Au donc, Standard, chaque fois, l'attaquant, ça fait de nombreuses années, chaque fois, il a 1 ou 2 ballons à jouer par match. De toute façon, tu Tu veux vois. mettre qui? Tu veux mettre Perica? Tu veux mettre Ouais, mais ça, Wayo? je veux dire- Il est même plus dans le groupe. Mais Wayo, je c'est veux en dire, tribune. on peut pas accuser Ouais. les attaquants quand il n'y a pas de ballon qui leur arrive correctement, tu vois. Ouais, c'était cool. Ouais, il y a vois ce que je quand veux même dire, ce côté-là, du coup, au niveau du Standard, mais effectivement, ce qui est hyper important, et tu l'as mis en avant, c'est cette incapacité à créer le jeu, créer les occasions, à aller justement créer une identité de football qui va permettre au Standard d'aller, je dirais, faire autre chose que ce qui est leur point fort, parce qu'à un moment donné, quand bien même leur point fort serait très fort, bah, en fait, l'adversaire, il a fait le tour, il a compris, et il sait comment contourner un adversaire qui est quelque part sans surprise tactique. Ouais. Il est très prévisible, ce Standard. Là où Anderlecht était un petit peu tombé dans une folie du match, parce que les supporters, on a vu qu'effectivement les supporters, et d'ailleurs ça a été souligné par pas mal de tweetos qui disaient mais lâchez un peu vos téléphones, etc. parce que les supporters avaient moins d'entrain que face à Anderlecht. On peut les comprendre, on est dimanche après-midi, c'est contre Malines, etc. Le Standard doit pouvoir, à un moment donné, avoir d'autres qualités et compter sur leur propre jeu plutôt que tout le temps devoir compter sur la ferveur de leurs supporters. À un moment donné, ça va suffire. Et c'est ça qui fait que, selon moi, le Standard est à sa place actuellement. Tu vois ce que je veux dire, Quentin? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, ouais, à sa place, clairement, parce que pour moi, la défense, Van Neusden, Bocadi, c'est bon. Pour le championnat belge, clairement, c'est bon. Bodard, c'est bon. Le milieu de terrain n'est pas mauvais, mais l'élément offensif, c'est le problème. Sowakanga, quand tu regardes ici, c'est qui marque? C'est Kawabe, c'est un milieu de terrain. Ouais. 3 buts contre Anderlecht, c'est quoi? Sur C'est- phase arrêtée, Ouais, Kawabe. Hein. Kawabe sur phase arrêtée. Contre Anderlecht, c'est 3 buts. C'est quoi? C'est Kawabe, milieu de terrain. C'est Alzate, milieu de terrain. C'est Ngoy, défenseur. Donc tu vois, ils se créent des occasions où c'est des buts, mais Ouais. elles sont jamais mises par ni Sowa, ni Kanga à domicile. C'est trop faible. Ouais. Offensivement, c'est trop faible. Il y a un réel problème à ce niveau-là. Et donc Kanga, il a des qualités dos au goal. Maintenant, notamment, la déviation qu'il fait pour Sowa, elle est belle. Franchement, elle est belle, mais il manque cet élément. Sowa, pour moi, ne doit pas être titulaire. Ouais, à ce point-là, hein. À ce point-là, j'ai bien Ouais, c'est compris. Aujourd'hui, catastrophique. c'est le mot de Quentin. Bien sûr. Pas de Soa dans le 11 de base. Moi, je pense que le problème aussi, il est sur cette rigidité tactique. Voilà, on a un désaccord au niveau du football avec Karl Hofkens, qui est effectivement cette défense à 3. À un moment donné, ça va plus passer. Il y a trop d'espace sur les côtés. Et quand tu joues avec un défenseur qui n'a pas la propriété, je dirais, intrinsèque de vitesse, comme peut l'avoir par exemple Nathan Ngoy, où là, bah, il compense un peu ses errements de jeunesse, son erreur à la relance, etc. Et son côté un petit peu foufou avec son grand potentiel, bien sûr, avec, je dirais, un Leifis qui est un peu moins bon. On peut dire la vérité. En termes de vitesse, c'est compliqué pour Leifis. Qu'est-ce qu'on fait avec Leifis à un moment donné? Ça va peut-être aussi être un petit caillou dans la chaussure, parce que ça peut être une solution, mais là, ça devient plus un problème, Xavier. Ouais, clairement, après, ça fait de nombreuses années, je crois qu'on l'annonce sur le départ et qu'il reste ça. Après, je pense que c'est le seul défenseur central gaucher qu'ils ont au club. Si t'en veux vraiment, ben, si t'as que lui, t'es un peu obligé de me mettre. Mais c'est vrai que moi, je préfère Ngoy, que niveau vitesse, c'est déjà mieux que dans le dos. Ben, quand tu joues à 3 derrière, t'as souvent beaucoup d'espace. Et c'est pas capable de rattraper ton attaquant. Surtout que de ce côté-là, c'est souvent Djenepo ou Tchanak Söken qui jouent, mais c'est des joueurs plus offensifs qui n'ont pas l'habitude de défendre. Donc, ton central qui joue de ce côté-là, il doit pouvoir couvrir. Et si couvrir quand t'es très lent, Et on ça devient retombe, très compliqué. et on retombe sur le même problème. C'est très compliqué. Donc, pas de latéral gauche de suffisamment bon, en tout cas pour jouer en titulaire dans cette Pro League. Comment on fait? Parce que Je ça pense qu'il devient va changer compliqué. il va changer son dispositif au mercato de janvier. Il va aussi Ouais. acheter un back gauche. Attention qu'il a tenté ce dispositif-là au début de saison et il a vite changé parce qu'il a vu que c'était complètement cata, même au niveau du fond de jeu, il y avait rien qui allait. Donc c'est-à-dire c'est quand même reprendre un risque tu joues en 4-3-3, tu repasses en 3-5-2, tu vas revenir dans un 4-3-3 qui a pas fonctionné. OK, tu vas avoir un nouveau back gauche. C'est-à-dire que tous tes joueurs qui étaient habitués au 3-5-2
Tu vas devoir les adapter à un nouveau schéma offensif. Ouais. Donc, c'est pas l'idéal, je trouve, pour une cohésion d'équipe. Mais il faut un back gauche, il faut quelqu'un qui puisse jouer là. Donc, Impérativement, parce que là, maintenant, on se retrouve face au problème qu'on avait sous Martinez avec la Belgique. Ce fameux latéral gauche qui n'en est pas un, qui prend un peu ce rôle-là. Bon, effectivement, on le disait souvent, Djenepo, quand il est arrivé, il avait 22 de VMA, c'est magnifique, il sait faire le couloir et tout. Sauf qu'à un moment donné, cette lucidité-là, face au Royal Antwerp Football Club, face au KRC Genk, j'en parle parce que c'est les 2 prochaines échéances du Standard, ça va pas être suffisant. On le voit, hein, il est très bon, il fait des passes décisives, il est intéressant aussi, techniquement, c'est un super joueur, Moussa Djenepo. Mais ça manque quand même un petit peu d'efficacité là-dessous. Et s'il est un petit peu, je dirais, on lui laisse un peu ce travail défensif derrière lui et qu'on lui permet d'être un peu plus offensif et surtout de se préoccuper plus à la création, on va quand même voir une autre équipe. Hein. on l'a vu notamment en deuxième mi-temps à la Gantoise. Hein. Djenepo était dans un rôle plus défensif, parce que notamment il avait mis un genre de back gauche, et donc on a vu Djenepo qui provoque un penalty. Donc je pense que vraiment Djenepo doit avoir ce rôle-là entre Kawabe et Kanga. Ouais, il était malade, hein, c'est pour ça qu'il n'était pas titulaire contre Malines. Son retour va quand même faire du bien dans le match face à l'Antwerp. Place à Anderlecht maintenant, Anderlecht qui marche sur l'eau ces dernières semaines après la victoire face au HL, 3-0, victoire au Cercle de Bruges, fantastique. Est-ce que j'ai 2 questions à vous poser aujourd'hui. Est-ce que Brian Rimmer, d'abord, est la personne qui aligne le 11 de base? Moi, j'ai des doutes. Et deuxièmement, est-ce que Brian Rimmer aligne actuellement le meilleur 11 de base du championnat de Belgique? Non. Quentin? Non, il n'aligne pas pour moi le meilleur 11, parce qu'il y a des 11, notamment, je préfère celui de la Gantoise, notamment, qui pour moi est un meilleur 11. Faut parler quand même, hein, Schmeichel, c'est pas non plus le meilleur gardien du championnat belge. De Bast, pour moi, il est en difficulté. En ce moment, c'est très compliqué. Et c'est aussi étonnant, Rimmer, on l'a entendu parler énormément, et à juste titre, de l'arbitrage contre le Standard. Même avant le match contre l'OHL, il en parlait encore. C'était encore dans sa tête. Bizarrement, après le match du Cercle, il a fait aucune déclaration que, notamment, à 0-0, ça change le match. De base, doit avoir la rouge. Donc, ça change le match. De base, doit prendre rouge sur Denki, la semelle qu'il met. C'est à 0-0. Tu perds ton défenseur central. Ça change tout le match. Ouais, mais de base, il a limité en Belgique. Ouais, c'est vrai. Là, on l'entend pas, mais non, le meilleur 11, non, mais par contre, offensivement, le trio Hazard, Dolberg, Dreyer, c'est fantastique, hein. Et ça devient de plus en plus fort. Et Torgan Hazard monte vraiment en puissance. Dreyer, qui était catastrophique au début de saison, monte vraiment en puissance. Et Dolberg, la finition qu'il met, c'est une belle finition. Donc ce trio-là, franchement, il est très très intéressant. Anders Dreyer, c'est typiquement le genre de joueur qui est très bon avec des joueurs qui sont bons avec lui, Ça se voit. mais qui ne sait pas faire la différence tout seul quand son équipe est un petit peu moins forte. Il ne sait pas prendre ce rôle de leader. Ce que Torgan Hazard fait très bien. Je trouve Exactement. que Torgan Hazard Il monte vraiment en puissance. Ouais. Et le match qu'il fait au Cercle, même s'il n'est pas décisif, le match qu'il fait, il est incroyable. Franchement. Torgan Hazard qui a signé pour 3 ans plus une année d'option. Peut-être que pour lui, ça peut être aussi, peut-être pas l'euro, mais dans l'idée, l'objectif d'aller chercher peut-être un nouveau transfert. Après, Il a dit qu'il voulait plus partir à l'étranger. Hein. Il a dit qu'il voulait rester en championnat belge. Hein. Ouais, mais ça va en tout cas intéresser du monde s'il continue à être bon sûr. comme ça. Hein. C'est vrai. évident. Torgan Hazard qui est quand même actuellement, quand je parle de meilleur 11 de base, quand on a Torgan Hazard, Anders Dreyer, même Mario Stroken, Mario Stroken, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, meilleure attaque, Nico? moi, tout simplement. Peut-être pas meilleure équipe, mais meilleure attaque, ça c'est sûr. Ouais. Quand on va Dreyer, Dolberg, Hazard, Hazard pour moi, il a 5 fois le niveau de la Pro League. Quand on voit le match qu'il a fait, pour moi, c'est la meilleure attaque. C'est exceptionnel aussi dans l'efficacité. Quand on parle de Dolberg, c'est l'un des joueurs en Europe les plus efficaces dans le petit rectangle. Ça aussi, ça fait la différence du côté du Sporting d'Anderlecht. Nico, ton avis sur ce Sporting en général? J'étais très impressionné par le match c'était dimanche. Franchement, je pense que, comme je l'ai dit, Torgan Hazard a rien à faire à Anderlecht. Pour moi, il aurait dû jouer dans un plus grand club. Même s'il n'a pas encore marqué de but à Anderlecht, je crois qu'il a. Non, il n'a pas marqué. Mais Dolberg efficace et Dreyer également. C'était un bon match. On a vu le vrai Anderlecht 0-3. Schmeichel qui n'a pas encaissé. Donc j'étais agréablement surpris. Du coup, maintenant, on va avoir des problèmes de luxe pour Brian Rimmer. Qu'est-ce qu'on fait dans le milieu de terrain? Qu'est-ce qu'on fait avec Strokens? Le retour de Yari Verskaren dans le groupe. Léonie. Comme Léonie, effectivement, qui est quand même plus que méritoirement titulaire dans cette équipe. Comment on gère le truc, en fait, Xavier? Est-ce que c'est un problème de luxe, donc forcément ça va devenir un problème? Ou alors, pour toi, c'est plus une solution? Est-ce qu'on va dans le verre à moitié plein ou dans le verre à moitié vide, te concernant? Je pense que ça va être plus un problème de luxe. Ils vont pouvoir faire des choix différents en fonction peut-être des adversaires. Tu peux pas toujours aligner le même. Si par exemple tu joues contre l'Antwerp, tu vas peut-être jouer une équipe tu vas jouer peut-être un peu plus défensivement que si tu joues sans manquer de respect à n'importe quelle équipe, Eupen, Malines ou autre, où tu peux jouer plus offensif.
Donc ça va lui apporter plus de solutions au niveau tactique à ce niveau-là. Donc je pense que c'est intéressant. Et moi, je voulais aussi mettre l'accent. On a beaucoup critiqué Rimmer. Je sais pas si c'est lui qui aligne l'équipe ou pas de 11 depuis qu'il est. Non, mais voilà. Je pense que s'il a des écouteurs et que voilà, et qu'il est tout le temps comme ça à l'oreillette, voilà, sûrement. Visiblement, c'est pas lui qui gère l'équipe tout seul. Sûrement, mais voilà, officiellement, on n'a pas l'info, mais très certainement. Mais je trouve qu'il a été souvent critiqué. On a souvent critiqué Anderlecht. Je porte pas forcément Anderlecht dans mon cœur, mais quand tu vois depuis qu'il est en Anderlecht, ça fallait pas le dire. Tu vois. Non, mais voilà, c'est pas grave. Trop franc. Non, mais voilà, je les porte pas dans mon cœur et pourtant, je veux dire du bien à deux. Depuis que Rimmer est arrivé début janvier, bon, les 2-3 premières semaines, il met son équipe en place, mais au final, il y a que 2 défaites depuis janvier pour Anderlecht. Et ils sont tout le temps critiqués. Au final, 2 défaites depuis janvier, c'est rien du tout, hein. Tu compares ça aux autres équipes, c'est le meilleur bilan, je pense. Ouais, c'est très intéressant, effectivement. Déjà candidat au titre, Quentin? Ouais, bien sûr, clairement. Hein. Ils ont l'effectif pour, ils ont les ambitions pour. Ils doivent au moins jouer attends, je te dis ça. Pourquoi je te pose cette question-là? Parce que au début de saison, personne ne dit Anderlecht joue le titre. Hein. Non, c'est vrai. Personne ne dit Anderlecht joue le titre parce qu'il sort quand même d'une saison catastrophique. C'était une 11 ou 12e place du championnat. Bon, c'est un nouveau club, hein. C'est clairement un nouveau club, c'est une nouvelle équipe, il y a tout qu'à changer, notamment du gardien à l'attaquant, les milieux, il y a tout qu'à changer. 12 transferts. C'est ça, c'est affolant. Il a fallu le temps que la sauce prenne, la sauce a pris. Maintenant, il faudra voir contre les grands clubs. Il faudra voir contre les grands clubs, les grosses confrontations, parce que là, il sort moi, j'ai regardé le match contre l'OHL, il était magnifique. Franchement, le match qu'ils ont sorti contre l'OHL, c'est vraiment une très belle prestation. Ici, contre le Cercle, je suis désolé, mais pour moi, il y a le fait de jeu de base qui change tout le match. Parce que si t'as la rouge là. Trop naïf, c'est notre de base, trop naïf. Et c'est pour moi ça le problème, parce que là, Vertonghen va se blesser. Qui va aligner à côté de Debas? Je suis désolé, mais Debas, c'est compliqué, hein. Lucas Lissens, je sais pas vraiment si c'est le niveau. Celui qui a joué en coupe contre la Rale. qu'Anderlecht veut mettre en avant, effectivement. Et là, Schmeichel va être beaucoup plus sollicité, hein. Parce que Vertonghen faisait un énorme bien, parce qu'il était là pour soutenir toute la ligne avec son expérience et tout. Il était là aussi pour mettre aussi cette pression sur l'arbitre, cette pression sur l'attaquant adverse. Parce que moi, je vois quand même souvent au stade, je vois souvent Vertonghen, il va titiller cet attaquant. Il va le sortir de son match avec son expérience, notamment avec tout le palmarès qu'il a eu. Donc, de base, s'il fait ça, de base, pourrait être maladroit. Donc, attention, Nico, c'est pas le moment de dire au revoir à Zeno de Bas dans ce championnat pour l'accueillir dans un autre plus important pour qu'il puisse hausser son niveau de jeu, devenir moins naïf, plus sûr de lui, plus sûr de ses forces et qu'il puisse vraiment développer son potentiel. J'ai un peu l'impression qu'il a atteint son plafond de verre, moi, dans le championnat de Belgique, Zeno de Bas. Eh ben ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est le moment de franchir un cap. Il y a plusieurs clubs, je crois, en Bundesliga que j'avais vu qui étaient intéressés. L'Eintracht Frankfurt en a fait sa priorité. Ouais. Ben voilà, pour moi, ça pourrait être un très bon choix d'aller jouer là-bas en Bundesliga. Ça lui permettrait de se développer et d'évoluer petit à petit, quoi, et de gravir les échelons. Bon, moi, je l'aurais bien vu en Serie A, Xavier. C'est mon amour de la Serie A. Je pense qu'il aurait beaucoup appris dans ce championnat. Tactiquement, surtout. Ou en Serie A. Ou en Serie A, l'Udinese, pour jouer avec Christian Cabasele. Non, je plaisante. Bien sûr, c'est une blague. Mais, effectivement, le championnat italien a justement cette science du positionnement tactique que lui manque parfois. Tu vois, tu parles de cette faute. Un défenseur central qui joue en Serie A si tôt dans le match. C'est pas la première fois. Ne fait pas des fautes comme ça. Au milieu de terrain, en début du match, à 20-25e minute de jeu. Et je suis pas persuadé qu'en Allemagne, c'est ça qu'on va leur apprendre aussi. Maintenant, ce qui est intéressant en Allemagne, c'est qu'il y a beaucoup moins de calculs et que donc forcément, comme ça va beaucoup plus vite en termes d'intensité, tu dois peut-être réfléchir beaucoup plus vite aussi. Donc ça va peut-être aussi lui-même lui donner, je dirais, cette envie d'aller encore, je dirais, plus loin dans son football et de s'améliorer. Mais Zeno de Bast, effectivement, moi je me pose encore quelques petites questions au plus haut niveau. Et voilà, il doit encore prouver d'autres choses. Le Sporting, du coup, avec bien sûr la Gantoise et l'Union, pour le moment, quand vous regardez les prestations, on va y venir, on va parler du club de Bruges, notamment celle de l'Union Saint-Gilloise. On en est où sur les 3 premiers ? Très très fort. On en est où sur les 3 premiers dans votre préférence ? Est-ce qu'on va sur la Gantoise pour le moment, au moment où on se parle, ou on va sur l'Union, ou alors on va sur Anderlecht ? Xavier ? Moi, sur la Gantoise. On va sur la Gantoise. Pourquoi ? Tout simplement, je pense qu'ils ont, comme on racontait la semaine dernière avec Thomas, déjà, ils ont tous les postes doublés. Ils ont un effectif qui a l'expérience, qui ont des automatismes depuis de nombreuses années. C'est quasiment, enfin, au milieu de terrain, Kums et De Sar, ils se connaissent par cœur. Avec Kuipers aussi, parce que ça fait quand même la 2e saison et ça fonctionne bien. Derrière aussi. Ils ont assez d'automatisme et même les remplaçants, quand on le voit ici par Rouf, il prend la place de Nardi, il fait aussi bien. Et déjà, le 2e gardien aussi valable que le premier, c'est rare dans les grands clubs. Par exemple, à l'Union, je suis pas sûr que le suppléant de Maurice soit aussi bon que Maurice. Et tous les postes sont doublés. Ils ont l'expérience de jouer tous les 3 jours la Coupe d'Europe et tout ça. Donc, quand tu vas arriver fin de saison, et le coach aussi, il a aussi plus l'expérience de gérer les playoffs et tout ça. Donc, je pense que c'est ça qui va faire la différence, surtout la gestion des playoffs.
Et après 2 mois de mutisme en championnat, Gift Orban remarqua. Ouais. Ça, c'est ouais, important Ça, aussi. c'est important, ouais. Gift Orban, qui est quand même le meilleur attaquant, je dirais, pas maintenant du championnat, mais qui est quand même l'attaquant au plus grand potentiel du championnat, je veux dire, de la saison dernière et de cette année. Quand on parle de Gift Orban, on parle quand même d'un mec qui a suscité l'intérêt de Tottenham, qui a suscité l'intérêt de l'Eintracht Francfort dont on parlait justement concernant Zeno de Bast. Ça va faire du bien, ce retour en confiance petit à petit d'un certain Gift Orban, mon cher Quentin. Exactement. Et un Tissou Dali qui est vraiment revenu pleinement de sa blessure, là, on peut le dire, qui est incroyable. Un Kuipers qui trouve le chemin des filets. Xavier en a parlé, de Sarkum, c'est vraiment le top dans le milieu de terrain. Tu suis Xavier là-dessus? Sur qui est le numéro 1 pour le titre? C'est encore trop tôt. Beaucoup trop tôt, parce que faudra voir Anderlecht, parce qu'ils sont costauds, mais il faudra voir aussi l'Union qui à chaque fois est passé vraiment vraiment pour le chat de l'aiguille pour ce titre, et qui là justement casse un peu les séries. Ils ont battu Bruges enfin. Ils ont enfin montré à Bruges, on sait que c'est vraiment le Bruges le plus catastrophique, mais ça on en viendra depuis beaucoup d'années. Ils ont Amoura. Amoura, c'est... par amour du goût. Ah ouais, c'est vraiment ça. Amoura. C'est une pépite. Hein. Incroyable. Le but qu'il met, magnifique. Exceptionnel, la bicyclette, Nico. Fantastique. Tu as vu le match? Ouais, j'ai vu le match. Qu'est-ce que tu as pensé? On va y aller tout doucement. L'Union Saint-Gilloise qui n'avait plus gagné contre le club de Bruges depuis 1964. Vaincre un espèce de signe indien comme ça, Nicolas, c'est aussi peut-être un gage dans la tête de confiance pour se dire peut-être que c'est cette année pour l'Union. C'est ça, l'impression c'est un déclenchement, quoi. Bruges, ils l'ont jamais battu. Si c'était la saison, ils battent Bruges cette saison et pourquoi pas le titre en fin de saison. Pourra pas effectivement aller les chercher. Cette union-là, sa force principale, mon cher Quentin, c'est la résilience. Ouais. Cette capacité, justement, à chaque fois, on l'a vu dans le match Union Saint-Gilloise Laskelins, où ils s'étaient menés, ils ont réussi à revenir au bout du bout, sans être exceptionnels dans le match. Tu l'as vu, tu étais au stade. Ils ont quand même réussi à faire la différence. Dans le match face à Bruges, où comme d'habitude, les équipes, quand elles sont, entre guillemets, là, effectivement, l'Union méritait largement, au vu du nombre de tirs concédés. Grand Mignolet. Hein. Mignolet, assez fantastique, mais forcément, c'est compliqué. À chaque fois, quand tu dois revenir face au club de Bruges qui égalise, ils l'ont fait encore une fois. Ce déclic mental, là, c'est peut-être pour cette année. C'est peut-être pour cette année. Ils ont vraiment un très très beau 11. Franchement, le 11, il est vraiment beau. Puertas, c'est quand même très 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 fort. J'aime vraiment bien. Il prend vraiment cette place qu'il aurait déjà dû prendre l'année passée. Mais il la prend vraiment cette année. Amoura, c'est magnifique. C'est la vitesse qu'il a, mais l'accélération. Mais Speedy Gonzalez. Mais que là, il fait encore des cauchemars. Hein. Ah ouais, c'est atroce. Spiller, c'est la peur. Spiller, c'est la peur pour sa place. Et effectivement, ils font bien d'avoir peur pour leur place parce que ça va très mal au club de Bruges. Et on doit l'aborder. On doit rentrer dans le vif du sujet. Quentin, t'inquiète pas, je t'ai coupé la parole, mais je vais te la redonner très très vite. Crise au club de Bruges, faut-il virer Ronny Deila? Ouais. Pour moi, ouais, parce que franchement, c'est honteux. Ils se prônent être le Bayern de Munich de Belgique. Tout le monde dit, c'est le Bayern de Munich de Belgique. Il est temps de réagir. Ils ont l'avantage qu'il y a les playoffs. Et donc, ils sont pas loin du top 6 et qu'après que les playoffs, tout peut encore changer. Mais il faut absolument du changement au niveau déjà du mercato en janvier. Mais il faut aussi au niveau du changement du coach. Parce que honnêtement, c'est pour moi un des Bruges les plus catastrophiques depuis beaucoup d'années. Et ça, c'est vraiment triste. Ils ont quand même des joueurs de qualité. Déjà, ok, Zinkernagel, c'est son pote. Il a fait venir parce qu'il a joué avec au Standard. Mais quand tu mets la pépite Noussa sur le banc, tu refuses 30 millions, un club belge qui refuse 30 millions un joueur sur le banc. C'est hallucinant. C'est ok, ils ont des finances incroyables, ils ont des finances saines et tout, mais quand t'as des joueurs comme Noussa, quand t'as des joueurs comme Scovelsen, t'as des joueurs comme Van Aken qui sont habitués du championnat belge et Van Aken qui arrive à tout le temps marquer dans les grands matchs et tout, ils ont quand même des bons joueurs. Le maillot a gagné de Van Aken, voilà, désolé, tu me donnes une transition. Tac, maillot porté, effectivement, a gagné, bien évidemment, tac dans les commentaires. Le match Cercle Bruges, club de Bruges, bien sûr, vous nous donnez le score final et puis le nom, bien sûr, du premier buteur dans ce match. Bon, tu disais... Il faut du changement. Il faut du changement, absolument. Ouais, il faut absolument du changement parce qu'une équipe comme le club de Bruges ne peut pas être hors du top 6 pour le moment. Donc, ouais, d'autant que ce match, justement, Cercle de Bruges, club de Bruges, c'est intéressant parce que là, on va pouvoir jauger un vrai candidat au top 6 qui est le Cercle, qui a prouvé qu'il avait les qualités pour rester dans ce top 6 face à Bruges qui, pour le moment, n'y est pas. Est-ce qu'on est peut-être sur un momentum aussi avant la trêve internationale pour Ronny Deila, Xavier? Je pense qu'ils veulent laisser quand même le temps à Deila de travailler sur le plus ou moins long terme, donc c'est pour ça qu'ils le laissent, même si ça va pas. Même si la semaine dernière, tu nous demandais si Bruges c'était enfin parti avec leurs 2 victoires, mais je t'ai dit que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que c'était des équipes
plus ou moins moyenne qu'ils avaient battu. Enfin, l'Antwerp pas moyenne, mais ils gagnaient plus depuis longtemps. Et Lugano, c'était une équipe moyenne en Suisse. Mais de manière générale, je pense que Deila, ils vont lui laisser le temps de travailler. Que s'il serait pas parti, je pense, si pour l'argent et pour avoir une meilleure équipe, mais tu pars du Standard, c'est pas pour aller juste 3 mois, si vous te promet juste potentiellement que 3 mois à Bruges. Donc je pense qu'ils vont lui laisser le temps de travailler. Après, c'est vrai que comme Quentin l'a dit, c'est un peu catastrophique pour Bruges, mais il y a les playoffs aussi. Au final, maintenant, ils ont 12 points de retard sur le premier, mais en playoff, ça fait que 6. Tu penses qu'ils vont attendre la qualification en playoff pour savoir s'ils vont virer ou pas Deila? Non, je pense qu'ils vont attendre janvier. S'ils le virent, ça sera peut-être en janvier. En janvier, parce que les choses seront déjà peut-être un peu décidées au niveau du top 6. Plus ou moins, et aussi si tu changes de coach, tu as le mercato, et le nouveau coach, s'il dit il me faudrait vraiment un défenseur central, il me faudrait vraiment un ailier gauche, il peut en profiter aussi. Que mettre un coach avec un effectif qui est déjà en place où il peut pas forcément prendre les transferts par rapport à ce qu'il veut appliquer tactiquement, c'est un peu plus compliqué. Après, j'ai pas l'impression, Nico, que le club de Bruges avec ses qualités individuelles va échapper à ces playoffs. Je sais pas pourquoi, j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, le niveau individuel sur le long terme fait la différence au club de Bruges. Ouais, non, pour moi, ils seront dans les playoffs 1, mais toujours avec Deila, je pense qu'il va rester comme il dit, en fonction des résultats, mais il va rester. Je pense pas qu'il va être viré. Mais les playoffs 1, oui, pour moi, ils y seront sans problème. Enfin, sans problème. On le voit que c'est compliqué, mais ils y seront dans tous les cas. Et Bruges, il y a toujours ceux qui sont dans les playoffs. Enfin, il y a tellement de saisons que Bruges n'a pas raté les playoffs. Bien sûr. Et on a parlé des moments difficiles, de la défense, bien sûr, qui est catastrophique du côté du club de Bruges. D'ailleurs, on va certainement recruter peut-être même 2 défenseurs centraux durant l'hiver. Mais quels sont les points forts, selon toi, de ce club de Bruges? C'est quoi qui peut vraiment rassurer les supporters du club de Bruges qui nous écoutent aujourd'hui? Avoir un joueur expérimenté comme Hans Van Aken dans le milieu, c'est important, je pense. Et puis, je pense que le Jude Gla peut se développer encore cette saison. Je pense que c'est un joueur pour moi qui a beaucoup de qualité et qui devrait, j'espère, encore performer cette saison. Et donc, pour moi, c'est vraiment ces 2 points-là. Tout seul devant en pointe? Tu penses que c'est suffisant? Moi, je dirais que oui. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de tenir sur la saison avec un attaquant qui fait 1m70 dans un jeu où à un moment donné ça balance des ballons partout en l'air. Non, c'est pas le ça va pas. Je suis pas nécessairement d'accord. Pour moi, le truc, c'est que Jude Gla, c'est quand même un joueur qui vient du Barça, qui a cet ADN. Bien sûr. Et qui a le potentiel pour moi pour jouer devant. C'est un peu un buteur fou. Enfin, je sais pas comment. Mais j'ai confiance en lui en fait. Je sais pas comment expliquer, mais. Indéniable. Voilà. Ce que tu dis est tout à fait vrai sur le niveau, sur le fait qu'il doit être titulaire, voilà. qu'il est intéressant, il n'y a pas de souci. C'est un buteur, un target man, il a montré en Ligue des Champions à quel point il était bon. Mais nous ça à côté de lui. Mais il a besoin d'avoir un point de fixation ou quelqu'un avec qui combiner. Si tu n'as personne pour combiner dans le jeu à terre, c'est très compliqué. T'as Scovolsen à droite, c'est très bien. Ouais. À gauche, c'est un peu difficile. Et puis parfois, t'as les sautes d'humeur de Buchanan qui font qu'il oublie son adversaire. Donc, à un moment donné aussi, il y a un problème peut-être de structure au club de Bruges. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de concentration? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de motivation? Bien sûr, il y a un gros problème. Même dans le collectif et tout, on retrouve pas le club de Bruges qui était vraiment, on se souvient du club de Bruges avec Wormer, toi qui avait cette âme du club de Bruges, cet esprit du club de Bruges, cet esprit vainqueur, cet esprit combattant. Ok, ils ont remis et c'est pour ça d'ailleurs qu'il essaie de mettre un Nielsen qui a plus cet esprit-là en 8. À comment on avait un Votlesen qui avait plus la petite touche technique et tout, Votlesen qui est plus un 10 aussi qu'un 8, mais il essaie de retrouver cette identité, notamment aussi qu'un Eder Balanta qui est plus un mouilleur de maillot, qui est plus un charbonneur. Mais il y a vraiment ce manque de collectif, il y a ce manque, il y a un réel manque au club de Bruges. Donc oui, pour moi, ça doit bouger à plusieurs endroits. Ça doit bouger à plusieurs endroits et ça doit aussi bouger pour Arthur Théâtre, messieurs, puisqu'on va démarrer tout doucement notre partie Diable Rouge dans cette émission. On va se poser les bonnes questions et on va essayer d'être le plus correct possible. Effectivement, j'ai été un peu fort sur Twitter ce week-end, anti-Genesio, ou ouvrir en tout cas l'agenda Genesio, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a un poids, 2 mesures sur Arthur Théâtre, mais effectivement, le Diable Rouge, qui n'est plus titulaire depuis 3 rencontres au Stade Rennais, est-ce que cela vous inquiète, Xavier? Moi, ça m'inquiète pas trop pour lui. Enfin, pour Rennes, justement, depuis qu'il joue plus, il gagne plus, à part en Coupe d'Europe. Mais je pense que le problème, c'est celui qui a pris sa place, entre guillemets, pour le moment. C'est un jeune de Rennes, et quand tu as un jeune de 18 ans qui performe, c'est compliqué de le mettre. Il y a juste qu'au Standard, si t'es jeune et que tu performes, du coup, tu fais pas jouer. Visiblement, t'es sur le voilà. banc, ouais, c'est ça. Mais sinon, dans les autres clubs, surtout en France, où ils aiment bien le centre de formation, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué pour lui. À côté de ça, il gagne pas avec son remplaçant Bellocian, si je dis pas de bêtises. Oui, Bellocian. Ouais. Voilà. Donc, je pense que Touzon, il va reprendre sa place. Après, il a raté un match aussi pour blessure. Je sais pas si c'était grave ou pas, dans quel état il est, s'il est vraiment bien revenu à 100%. Est-ce qu'il peut jouer 90 minutes? Donc,
il y a tous ces trucs-là, puis tous les trucs en off qu'on ne sait pas forcément à l'entraînement et tout ça, comment ça se passe. Nicolas? Bah, ça m'étonne pas parce que Genesio, c'est un entraîneur qui fait confiance aux jeunes. Et donc, c'est dommage pour Théâtre, mais je pense qu'il va reprendre sa place. Après, il y a quand même eu beaucoup des mêmes problèmes sur des joueurs, Nicolas. Doku a posé, lui, à un moment donné, le même problème avec Genesio. Je crois que Loïc Badé, qui aujourd'hui est au FC Séville, a eu ce problème-là. Magère a eu ce problème-là. Et je pense que ça fait quand même un peu beaucoup, là, au niveau individuel. C'est pour ça que, pour répondre à ta question, moi je dis oui, il faut avoir peur pour Arthur Théâtre. Parce que c'est un de nos titulaires en équipe nationale belge. Et, faut pas oublier, le secteur défensif de notre équipe nationale belge est notre gros point faible. Donc si maintenant notre titulaire et Théâtre ne joue plus en championnat, ça devient inquiétant. Mais vu les résultats de Rennes, Genesio, vu le résultat, pour moi, il va reprendre sa place. L'entraîneur, il va partir et Théâtre, il va reprendre sa place. Faut espérer. Parce que, ouais, un Théâtre qui joue pas, c'est inquiétant. Faut un Théâtre qui joue. Plus que jamais sur la sellette, effectivement, Genesio. Tu disais, Nicolas. Bah, comme je le disais, pour moi, il va reprendre sa place. C'est Bélocian. Je pense qu'il a vraiment, il aime beaucoup Bélocian, l'entraîneur. Mais déjà, la saison dernière, il faisait confiance à Théâtre toute la saison. Donc pour moi, c'est une question de temps, les résultats vont pas suivre et il va remettre Théâtre. C'est une question de temps, il va remettre Théâtre. Ben, écoutez, donnez-nous un petit peu votre avis également si vous nous entendez sur Spotify ou que vous nous regardez sur YouTube. Ben, n'hésitez pas, bien sûr, ou à nous le dire sur les réseaux sociaux ou alors à nous le dire en commentaire. C'est un vrai plaisir, bien sûr, de pouvoir vous lire Arthur Théâtre. Qu'en sera-t-il de la saga Arthur Théâtre qui pourrait d'ores et déjà, eh bien, aller voir un petit peu les sirènes, qui étaient déjà là d'ailleurs, hein, cet été du côté du RB Leipzig, qui pourrait revenir effectivement en 2024. C'est une information qu'on peut vous donner ici dans le Clubhouse. Le RB Leipzig est toujours présent. Il pourrait réattaquer le morceau en janvier 2024 ou peut-être même après l'Euro. Et alors là, dans ce cas-là, il y aura peut-être même des clubs anglais. Voilà, comme ça au moins tout est dit avec précision sur Arthur Théâtre. Du coup, face à la Serbie, on va le tester ou pas, Quentin, au poste de défenseur central? Qu'est-ce qu'on fait avec Arthur dans les matchs amicaux où là, c'est même nécessaire pour lui pour qu'il puisse prendre du rythme, en fait? Bien sûr, ouais, bien sûr, il faut le laisser, justement, il y a la place de Vertonghen qui est blessé, donc il faut le mettre dans cette place de défenseur central gauche et voir qui vont tester en bas gauche. Le coach a déjà dit qu'il voulait tester Deman dans ces places-là, donc hâte de voir. Il joue au Werder de Brême. C'est intéressant. Il est titulaire avec le Werder, ouais. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est dans une défense à 5 au Werder. Il joue beaucoup plus offensivement. Bien sûr, c'est ça, exactement. Donc, à voir ce que ça peut donner, parce que c'était aussi un profil plus offensif, même que lorsqu'il était au cercle. Donc là, dans un profil vraiment très défensif, à voir ce que ça va donner. Donc, on partirait face à la Serbie avec une défense centrale, Arthur Théâtre, Wout Faes, à droite Castagne, et à gauche Olivier Deman. Si je vous entends bien, Xavier, c'est ça? Ouais, en tout cas, a priori, ça semble ça. Ça semble être ça. Pas l'idéal. Pas rassurant. Pas rassurant. Ouais. Voilà, c'est comme les autres matchs, ça reste pas rassurant. On a vu notamment contre l'Autriche, on a vu dans tous les autres matchs, c'est vraiment notre point faible parce qu'offensivement, on a vraiment du top, malgré qu'il y ait du hasard qui soit parti. Offensivement, il y a vraiment du top. Milieu de terrain, c'est bon, mais défensivement, c'est catastrophique. Ouais. Avec une défense comme ça, je suis désolé, tu passes pas les 8e à l'Euro. Ouais. Hein. Puis moi, je me pose parfois un peu des questions. Alors, il sera pas là, bien sûr, durant la trêve internationale. Il est blessé. Mais quand je vois certains tweets de Jan Vertonghen, notamment quand il parlait du match Chelsea-Tottenham et qui dit, Tottenham-Chelsea, où il dit c'est la meilleure défense que j'ai vue de ma vie, alors que Tottenham est à 9, joue quasiment dans l'autre partie, je dirais, du terrain, qui joue en fait un attaque-défense absolument suicidaire et qui sont à 9 contre 11. Il est où la meilleure défense de toute ta vie? Je veux dire, c'est pas rassurant non plus pour l'Euro. Si on va avec un défenseur qui pense ça à l'Euro, les gars, on n'a pas du tout les moyens d'être rassurés au niveau du mindset, quoi. Non, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est sûr, c'est clairement notre point faible, hein. C'est notre point faible, mais c'est vrai, tu veux mettre qui? Pour moi, de base, il a clairement pas sa place en équipe nationale chez nous. Il manque des défenseurs centraux. Moi, j'aimerais bien voir peut-être un Siquet à droite à la place d'un Castagne, parce que Castagne ne me rassure pas du tout. Ah ouais. De Kuiper ne joue plus à Bruges, on parlait de lui en défenseur gauche, donc il y a vraiment un gros problème dans le secteur défensif. C'est un vrai souci, et à mon avis, les cheveux gris de Domenico Tedesco vont, je pense, se multiplier petit à petit. On passe maintenant au crack et à la fraude. C'est votre séquence préférée, la séquence découverte. Xavier, un crack ou une fraude aujourd'hui, ou tu mets même les deux, hein, tu le dis. T'inquiète, on prend que un, comme ça, laisse un peu de place aux autres. Il n'est pas gourmand aujourd'hui, c'est bien. Dis-moi. Bah, comme tu sais bien, j'aime bien les fraudes. Hein. Comme je dis, toutes les semaines, j'essaye de mettre une fraude. Comme ça, je laisse le crack pour les autres. Se faire détester par le milieu, c'est sa vie. Voilà. Ça. Donc, je vais parler d'un joueur on a discuté un peu en off avec Quentin. On l'apprécie tous les deux énormément. On aime bien le club dans lequel il joue également.
Mais William Balukisha, actuellement, c'est une vraie fraude. Quand tu vois encore ce qu'il fait ce week-end, et le pire des cas, c'est qu'il fait une passe, limite, il offre le goal à Maline, et il s'arrête, il regarde pas. Montre-moi un peu d'envie, essaye de courir pour aller récupérer le ballon, même si tu l'auras pas. Mais on voit par exemple O'Neal qui revient aussi, il sait qu'il n'aura pas le ballon, mais montre-moi que tu as envie d'essayer de prendre le ballon. Enfin, de revenir, de défendre. Tu joues que 10 minutes par match, et tu as l'impression que tu es content de jouer 10 minutes par match, que tu t'en fous. Je suis d'accord avec toi, Montre mais à son compte. cas n'est pas bien géré non plus. Mais montre à ton coach que tu mérites ta place, toi. Ouais, le coach ne gère pas bien son cas mentalement pour le joueur, ça va être horrible. Hein. Ouais, mais c'est à lui de montrer aussi Bien un sûr, peu je suis d'accord avec toi. Il court pas sur l'action là. Il fait une erreur. On voit que c'est un joueur qui est pas en confiance. Techniquement, il est incroyable. Il est très très fort. Et il fait quoi? Il fait un extérieur du pied par Bodard parce qu'il veut essayer de jouer une sécurité, mais qu'il n'en est pas une. Parce qu'il y a un léger pressing. Mais d'habitude, un Balikwisha, là, tu le remets là l'année passée, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il essaie de dribbler le joueur adverse. Hein. Moi, Et c'est ça le problème. Et le coach ne gère vraiment pas bien son cas. Et il y a vraiment un problème, notamment avec l'épisode qu'il y a eu à Eupen. Balikwisha, dans sa tête, l'épisode, il est resté comme ça. Il montre pas une bonne mentalité, une bonne attitude sur le terrain. C'est ça le Je suis problème. tout à fait d'accord avec toi. Là-dessus, il est pas défendable. Voilà. Mais maintenant, attention que son cas de toute façon, il doit partir. Il doit partir. Je pense qu'il a pas non plus bien vécu l'épisode où, à un moment donné, le directeur sportif du Standard, Fergal Akin, lui disait clairement, Arkin, pardon, Fergal, parce que Anakin, ça n'a rien à voir, ça c'est Star Wars. Il lui disait clairement, tu es notre homme de base, il faut absolument pas que tu partes, c'est sur toi qu'on va construire, etc. Et qu'il a vu arriver le dernier jour Steven Alzate, qui fait beaucoup de bien, hein, c'est un très bon joueur, et je pense, même moi, les infos que j'ai, c'est que Steven Alzate n'était pas nécessairement pour un retour au Standard, mais il a compris qu'il n'allait pas jouer ailleurs et qu'il n'y avait pas d'autres possibilités concrètes et qu'il connaissait bien le club, etc. C'était un peu le choix du confort. Il l'a fait et voilà, c'est très bien. Mais quand il a vu que Balikwisha, entre guillemets, quand William Balikwisha a vu ça, peut-être qu'au niveau même mental, ça l'a un petit peu expédié sur d'autres. Et puis on voit que c'est Kawabe qui a pris cette place-là. Et c'est surtout, moi j'ai regardé la vidéo Inside du Standard, notamment sur l'interview qu'ils ont fait avec le talk qu'ils ont fait avec Balikwisha. Quand on voyait Deyla, comment il l'a mis en confiance, et les paroles que disait Deyla, c'est Deyla aussi qui lui disait, moi, tu es cet élément-là, tu es cet élément sur qui je compte, c'est cet élément important, et tu vois que c'est un joueur qui a besoin de ça. C'est un joueur qui a besoin d'être valorisé, il a besoin d'être mis en confiance et tout, et c'est complètement l'opposé avec Karl Hufkens. Et donc là, le joueur, pour moi, il a plus, tant que c'est Hufkens, d'avenir au Standard, malheureusement, parce que j'adore ce joueur, c'est un très très bon jeune joueur, mais il doit partir pour avoir ce temps de jeu, pour retrouver cette confiance. Et là, c'est pas Hufkens qui va lui dire, ouais, je compte sur toi, ouais, j'ai besoin de toi, ouais, t'es fort dans cet élément-là. Et ça, c'est le problème, parce que maintenant, Hufkens, il a mis son Kawabe là, devant Alzate, et son Kawabe, il bougera pas. Le Standard et notamment son agence de représentation qui lui avait proposé le FC Séville. On sait que le 777 Partners et le Standard FC Séville, ils ont à peu près les mêmes actionnaires. On a vu que ça avait pu marcher, notamment avec le transfert de Dodi Lukebakio du Hertha Berlin. Aussi, je dirais, un club que 777. Possède 777 du côté du FC Séville. Peut-être que là, ça pourrait également marcher s'il y a peut-être un besoin à Séville pour lui. Mais on avait compris aussi, enfin, j'avais pu comprendre que William Balikwisha n'était pas nécessairement intéressé pour le fait d'être considéré comme une pièce rapportée. C'est pas humainement, lui, il a un certain caractère, le type de défi qui peut l'intéresser. Juste une petite parenthèse, j'ai pas l'impression que ce soit, par rapport à ce que tu disais, Xavier, uniquement William Balikwisha qui soit dans cet état d'esprit-là. Parce que quand on a vu l'entrée en jeu, notamment de Noah Wayo, que j'adore, qui est quelqu'un qui a un amour de mec, qui est un gars super, mais que tu sens qu'il n'est pas bien dans sa peau, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui n'est propre qu'à William Balikwisha dans le groupe. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a peut-être dans ce groupe aussi des petites zones d'éraflure où, quand on a voulu faire une équipe pour bâtir un résultat, du côté d'Hufkens, on s'est peut-être séparé d'un espèce d'esprit qu'il y avait la saison dernière, au profit d'éléments très très expérimentés qui vont venir directement pour apporter cette efficacité et ce résultat. Et puis du côté d'Hufkens, faut dire la vérité aussi, on est un peu rassuré par des joueurs qui vont pouvoir t'apporter une forme de quiétude, une espèce de soupape, en disant voilà, je vais faire jouer des joueurs où je sais qu'au minimum, je vais avoir quelques points, je vais pouvoir ne pas prendre trop de risques parce que c'est pas suffisant ou mon discours peut-être ne sera pas assez important que pour pouvoir faire individuellement, rapidement, augmenter le niveau des joueurs que j'avais déjà à disposition. Il y a peut-être aussi ce discours-là. 100% d'accord avec toi. Pour moi, ça c'est un énorme défaut pour un entraîneur, c'est que t'as l'impression que Hufkens, il encourage et tout, que son 11. Les autres joueurs, ils sont à part. Et c'est pas comme ça que tu fais des résultats. Parce que quand ton joueur, il va se blesser, tu vas être content que l'autre, il est là remplacé. Mais l'autre qui va le remplacer, il doit être mentalement prêt. Il doit être mentalement motivé. Il doit être prêt à aller au charbon. Et c'est pas le cas. Tu l'as dit, Ohio.
On l'a dit avec Balikwisha, Ouais. mais t'en as plein d'autres. Le O'Neal, je pense pas qu'il soit non plus mentalement prêt à être au charbon et tout. Il y a encore Price. Price, c'est peut-être le 12e homme sur qui il peut encore compter, le jeune Price. Mais pour moi, Hopkins, là, il a un gros problème, c'est qu'il est dans son 11. Il a son 11, et on a notamment vu sur tous les derniers matchs, c'est toujours le même 11 qu'il a aligné. Il se bat sur son 11. Mais le problème, c'est qu'une équipe, c'est pas 11 joueurs. Hein. Ouais, il donne pas assez d'importance aux remplaçants, et c'est ça que le problème, après, mentalement, ils sont pas forcément prêts. Et il y a certains joueurs, peut-être comme Price, comme tu l'as dit, lui, mentalement, même s'il n'a pas forcément beaucoup d'importance, il arrive à se motiver et à montrer qu'il a envie d'être là. Et d'autres joueurs, peut-être comme William Balikwisha ou Oyo, qui eux ont vraiment plus besoin qu'on soit derrière eux pour leur montrer. Et ça, le souci, c'est que Mais toutes bon, une mentalité différente. On connaît le standard, capable du meilleur, comme du pire. Donc c'est une équipe qui, encore une fois, va nous faire beaucoup parler dans ce Clubhouse Football Time. C'est pour notre plus grand plaisir. Ouais, exactement. On adore parler du standard dans cette émission et on adore pouvoir en débattre ensemble. Ton crack ou ta fraude, Quentin? J'en ai parlé tout à l'heure, donc ça va pas être mon crack, c'était Amoura. Très, 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 très fort. Il y a quelqu'un, personne n'en parle, je suis un peu étonné quand même, c'est Michel-Ange Balikwisha. Le match qu'il a sorti contre le Racing de Genk, fantastique. Ouais. Il nous sort une masterclass et en plus de ça, il tire sur le poteau, il tire sur la barre. Franchement, Michel-Ange Balikwisha est vraiment l'élément phare de Van Bommel pour moi sur ce côté gauche. Il est très 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 fort, donc moi mon crack. C'est Allez, le crack Michel-Ange Balikwisha. le frère de la fraude. Le frère de la fraude. Ah ouais. Comme quoi, tu vois, on passe du paradis à l'enfer entre rouge et blanc. C'est ça, C'est quand même assez fantastique. Effectivement, Michel-Ange Balikwisha qui devrait pouvoir partir cet Ouais, été. et mérité. Et Très mérité. Du côté de la Bundesliga, il y a 2-3 appels du pied d'ores et déjà. On verra bien cet été, mais voilà, qu'il fasse encore quelques belles performances en Ligue des Champions. Il se déplace à Porto, non, l'Inter? Il se déplace à Porto, Ouh, exactement. Ça va être chaud. Ça va être compliqué, Ça va ouais. être Sans très, Tobias très chaud. Alderweireld et sans buter. Ok, bon, on part sur un 6-0. Hein, on va faire comme ça. Mon Nico, ton Alors, crack ou ta fraude? Moi, j'ai même 2 fraudes, mais alors, on a Rune Paesden. La stat est effrayante. 3 buts contre son camp en 5 matchs, j'étais obligé de le mettre. Attends, tu me répètes? Rune Paesden. Ok, Rune Paesden. Et Ok. Eupen. Défenseur Ok. central de Eupen. D'accord. 3 buts contre son camp en 5 matchs. Une catastrophe, quoi. Ah ouais. Une véritable catastrophe, oui, effectivement. Mais quand même, Eupen qui se débrouille pas si mal que À ça. domicile, ouais, à l'extérieur, Qatar. Ouais, pour moi, Ils ont été chercher le point du match nul, non, face à 35-30, Saint-Tron. ouais, ils ont pris le point ça. à la fin du match, mais c'est quand même pas un grand Eupen à la Oh. défense. Ouais. ça- Moi, j'étais voir le match Eupen au stand, justement, j'étais au stade en Coupe de Belgique. Eupen est décevant, ils ont rien contre au stand, ils ont rien fait. Ils construisent pas, ou ils vont vers l'avant, mais ils se procurent pas l'occasion. Non, Eupen. T'as Après, du temps à tuer, toi. Ah, pour aller voir, Ouais, mais Eupen au en fait, j'étais stand. sur Eupen, donc. Ah ouais, mais t'as bien fait. Non, mais franchement, franchement, Ouais, Eupen t'as au stand. raison. Ouais, Les gars, Eupen 2 au stand, minutes, je vois on vraiment- peut faire une vraiment rien à digression faire. de 2 Ah secondes. ouais, ouais. C'est vraiment un Ah match non. pourri, Ah quoi. ouais, Je veux en dire, vrai, c'est parce que voilà, j'étais sur Eupen. donc Mais je c'est me suis dit, bien. allez, let's go. tu connais, L'amour on est des le foot. 2e degré, c'est le Clubhouse Football Voilà, Time. c'est ça. C'est aussi Bah l'énergie de l'émission. On est Totalement. ensemble. Et donc, tu me disais, tu as un crack aussi, peut-être? Le crack, c'est pas en Pro League, mais on a Doku, bien évidemment. Bien évidemment, Mais je vais le Jérémy mettre. Doku. Mais c'est pas grave. Ça va nous permettre forcément de parler un tout petit peu de Jérémy Doku. Jérémy Doku qui, sur ses 5 dernières titularisations, je pense, a fait, donc 5 titularisations sur les 8 derniers matchs et donc 3 buts et 6 passes décisives si je ne Très, très m'abuse. fort. Statistique fantastique pour le Diable Rouge. Guardiola a dit en conférence de presse, maintenant on arrête d'essayer de le badigeonner à gauche, de le mettre dans l'axe, etc. Machin. Non, son poste c'est à gauche, il est exceptionnel là-bas. À un moment donné, c'est à lui de faire la différence et de montrer qu'il mérite d'être devant Jack Grealish et peut-être même Foden. Foden qui sait jouer dans l'axe, mais qui joue également à gauche. Ouais, c'est très très fort. C'est sa deuxième accélération. On le redit d'émission en émission. Et c'est toujours pareil. C'est l'élément, en fait, c'est ça qui fait pour moi la différence ici à City. C'est City a toujours cette possession où ils sont dans le dernier tiers. Et ça, c'est l'élément qui va pouvoir t'éliminer ce défenseur, qui va pouvoir te faire tomber le défenseur et qui va pouvoir faire la petite passe. Donc c'est très très fort. Et j'ai quand même hâte de le voir à City avec un De Bruyne quand il va revenir en 2024. Ah, Ça, j'ai hâte. Hein. Bah, il y en a un qui va se régaler, les amis. Il y en a un qui s'appelle Erling Haaland, Ouais. qui va Ah voir ouais. à gauche un caviar FC et à droite tous les half space, tous les demi-espaces offensifs pris par indéfendable d'ailleurs par Kevin De Bruyne. Il va avoir des caviars, Ah mais ouais, il va manger du caviar capsian, lui, ça va être incroyable. Hein. Ça va être délicieux. Ouais, c'est ça. Et franchement, waouh, ça va être exceptionnel. Très, très fort. On a hâte de voir Manchester City qui est leader actuellement de Première Ligue et qui en plus de ça, est, peut-être on peut le dire cette année, la meilleure équipe du monde actuellement. Donc Jérémy Doku, un Belge titulaire dans la meilleure équipe du C'est monde. magnifique. Il y a de quoi se réjouir, Xavier. Clairement. C'est vrai que beaucoup de monde était sceptique avant son transfert. Mais au final, comme je te disais en off avec toi, en fait, ce qui est bien à Manchester City, c'est que quand il fait la différence et qu'il donne n'importe quel ballon,
n'importe quelle passe de but, t'es quasi sûr que ça va finir au fond avec des joueurs, des coéquipiers aussi talentueux. Dans une équipe un peu plus faible, t'as beau donner un meilleur passe, l'attaquant il va tirer à côté, il va l'envoyer en corner, en tribune ou quoi. Là, City, tu sais que ça va être cadré, tu sais que ça va être but. Et ça te permet aussi d'avoir des bonnes stats. Après ces débats enflammés, place à Parole de supporters. C'est votre séquence Parole de supporters où nous vous avons, je vais y arriver. Nous vous avons posé la question, bien sûr, que de savoir si vous étiez pour ou contre tout simplement le retour dans le groupe des Diables de Thibaut Courtois. Très simplement, Domenico Tedesco, le sélectionneur de la Belgique, a ouvert la porte à un retour justement de Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid doit-il être réintégré ou non? On va donc forcément lire vos réactions. Eh bien, et on a Stassi, notamment Étienne, qui dit « Je suis pour, on ne peut pas se passer de lui actuellement et c'est toujours un des meilleurs gardiens du monde. À l'Euro, on a besoin de lui. » Mais c'est quand même relativement partagé. On voit qu'il y a beaucoup de débats autour de Thibaut Courtois parce que beaucoup ne sont pas d'accord. Ludo Cook, qui évidemment n'est pas le joueur, mais un pseudo, nous dit « Si c'est pour foutre là, 3 petits points, tout meilleur gardien qu'il soit, qu'il reste alors chez lui. Si c'est pour revenir avec une bonne mentalité, why not ?» Mais son transfert à Madrid a embrumé sérieusement les esprits. Je vais terminer avec une petite dernière. Contre, nous dit Castiletto, sauf s'il s'excuse publiquement en conférence de presse. Quentin, quand tu écoutes un petit peu tous ces avis, qu'est-ce que tu te fais, toi, moi, comme opinion? Personnellement, je suis pour parce qu'on a un des meilleurs gardiens du monde. On a un petit pays comme la Belgique. On peut pas se priver d'un Thibaut Courtois. Mais, attention, pour moi, il doit présenter des excuses, pas forcément en public, parce que ça ne le regarde pas, mais en interne. Notamment, il a voulu prôner ce brassard de capitaine. Ça montre aussi, qu'il veut prendre le leader. Ça montre que il veut pas s'effacer, ça montre qu'il veut prendre des responsabilités pour son pays. Donc ça, pour moi, c'est un signal positif. Maintenant, il y a eu cette altercation avec Tedesco, avec Lukaku pour le brassard de capitaine. Mais ils ont une discussion à 3, ils ont une discussion avec le groupe. Et ils mettent ça, voilà, c'est bon, c'est du passé. Voilà, j'ai voulu montrer que je voulais être présent pour l'équipe et je serai toujours présent dans le cage. On peut pas se passer d'un Thibaut Courtois. Pas l'impression non plus que Romelu Lukaku soit contre le retour de Thibaut Courtois quand je l'entends, notamment en conférence de presse. Xavier, qu'est-ce qu'on fait avec le cas Courtois? Moi, je pense qu'il doit revenir, clairement. Parce que même si tu as d'autres bons gardiens, genre Sales, Castells et tout ça, ça reste des bons gardiens. C'est pas Courtois. C'est comme à d'autres postes. Des fois, tu peux avoir un bon joueur. Par exemple, en Autriche, tu as Alaba, tu as d'autres bons joueurs, mais ça reste, Alaba, c'est différent. Courtois, c'est pareil au goal. Ça a des meilleurs gardiens au monde. Même si tu as de bonnes alternatives, c'est pas du niveau de Courtois, donc tu peux pas t'en passer. Et comme l'a dit Quentin, on s'en fout d'excuses en public, en conférence de presse, tout ça. Ils en parlent entre eux, en interne, c'est des hommes, ils s'arrangent entre eux, ils mettent les choses sur la table, et puis voilà, point. Il y a Zedkar Red Devil, je vais te donner la parole juste après, Nico. Zedkar Red Devil qui dit s'il allait, c'est de s'excuser au groupe, oui, sinon il ne sera pas respecté dans l'équipe. Il y a aussi cette espèce d'aller rechercher un respect que tu as peut-être un petit peu perdu. Nico, tu le vois aussi comme ça? Oui, moi je pense que Courtois devrait s'excuser en public. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit parce que pour moi c'est du respect de présenter des excuses publiques de ce qu'il a fait parce que tout le monde est au courant de l'histoire et je pense que c'est important de s'excuser publiquement, je pense. Tu trouves? C'est très intéressant ce que tu dis. Pour remettre les supporters un peu dans sa poche, entre guillemets, je pense que même ça peut être, même pour lui, pour son image, ce serait une bonne chose. Il fait un bon match à l'Euro et t'inquiète que les supporters, ils seront déjà en train de Thibaut Courtois avec ses parades et tout. Je pense que c'est plus des trucs qu'ils regardent en interne, parce que si à chaque fois, dans chaque club, dès qu'il y a un souci en interne, les joueurs doivent prendre la parole publiquement et pour s'excuser et tout, on va plus être dans le drama à chaque fois et ce sera plus une télé-réalité, en fait, que du vrai foot. Non, ils sont là, il y a un problème dans le vestiaire, voilà, tu t'expliques. Plus que de manquer en fait de respect au groupe, est-ce qu'il n'a pas manqué de respect aux gens? C'est là où je rejoins un petit peu Nicolas. Est-ce que tu penses que le public a été heurté par la décision de Thibaut Courtois? Est-ce que tu penses que c'est manquer de respect à son pays ce qu'il a fait? Manquer de respect au pays, oui et non. Enfin, moi je suis déçu, tout le monde est tous déçus du comportement qu'il a eu, donc d'une part oui, et c'est pour ça moi que je voudrais qu'il s'excuse publiquement parce que ça a touché tout le monde et tout le monde est un peu déçu. Donc s'il s'excusait, c'est comme s'il s'excusait à tout le monde. Il a blessé plus que ses coéquipiers. Ouais, il a blessé les supporters de la Belgique. Et la Belgique, on sait quelle importance à l'équipe nationale en Belgique. C'est quasiment un acte politique ce qu'il a fait. Ça a eu une résonance un petit peu partout dans toutes les communautés d'ailleurs, qu'elles soient francophones, néerlandophones, germanophones, dans la région de Bruxelles-Capitale, partout tout le monde en a parlé. Il faut aussi faire la paix avec le public. Oui, il faut faire la paix avec le public. Tu vois ce que je veux dire? Là, je comprends. Oui, je vois ce qu'il veut dire, parce qu'il faut faire la paix avec le public, mais je pense que la paix avec le public, il le fera sur le terrain.
Pour moi, il la fera sur le terrain, avec notamment des performances. S'il arrive à ramener des points, même dans les prochains matchs. Tu penses que le public belge fonctionne comme ça? Moi, je pense que le public belge fonctionne à l'affectif. Hein. Moi, je suis d'accord. Il fonctionne pas nécessairement au talent, à la compétitivité, à la compétence. Le public belge, c'est qu'est-ce que toi tu vas amener comme gentillesse. Regarde comment Eden Hazard était aimé, alors qu'Eden Hazard, excuse-moi, mais les 2 dernières années de sa carrière, elles sont pathétiques. C'est un cas différent parce que Eden Hazard, tout le monde se représente Eden Hazard parce que c'est le type, il était à la baba cool et tout. On sait que Courtois n'est pas comme ça. On sait que Courtois, c'est une autre mentalité, c'est un autre caractère. Et honnêtement, je pense pas qu'il fera des excuses publiques. Hein. Donc si on s'en tient à ce discours-là, alors Courtois, on le reverra pas. Hein. Parce que moi, je vois pas Courtois faire des excuses publiquement. Il peut en faire en interne, mais publiquement, je le vois pas prendre la parole parce qu'il a son ego. Exactement. Trop d'ego. Exactement. Tu vois vraiment Thibaut Courtois arriver à une conférence de presse et dire devant tout le pays, je m'excuse. Moi, j'y crois pas. Ouais. Parce que, notamment, comme tu dis, l'ego. Thibaut Courtois qui n'avait pas hésité d'ailleurs à dire que c'était un scandale qu'il avait fini 7e du Ballon d'Or alors qu'il devait terminer premier. Lui qui avait battu un record, on le rappelle, hein, lors de la finale de la Ligue des Champions 2022 entre Liverpool et le Real Madrid. C'est comme ça. That's life. C'est le football. Wait and see. Wait and see, c'est notre séquence. Bien sûr, concernant les bruits de couloir et les transferts. Aujourd'hui, quand même, pas mal de pas sur la planche. Une future piste révélée pour le club de Bruges. Bernd Hollerbach, peut-être du côté du KV Mechelen. On aura également Florian Wirtz et puis je ne sais plus, mais je vais vous le dire après, bien évidemment. Vous devez nous retrouver dans Wait and See pour le savoir. Vous allez voir pas mal de choses. Et puis on termine bien sûr par vous remercier, messieurs. On vous remercie. Merci beaucoup, Nico, d'avoir été là. Et merci beaucoup pour l'invitation, c'était vraiment cool. J'espère que tu as pris du plaisir. C'était génial. Voilà, tu vois, on est bien ici, on parle de football, on est à la maison. Voilà, comme je le dis toujours, tu es la bienvenue. Tu es venu une fois, tu peux venir quand tu veux. Tu es ici chez toi. Ça va, ils sont confortables. Ils sont très bien, on est bien. On est bien dans les sofas, tranquille. Bon, Quentin, merci pour tout. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, tentez votre chance pour le maillot de Van Aken. Oh là là. Attends, on va le faire après. On va d'abord saluer mon Xavier. Gros bisous. Bisous au bébé, hein, Xavier. Oui, gros bisous au bébé. J'espère que le bébé va bien. Parfaitement et bien. Tu n'oublieras pas de saluer, bien évidemment, la familia et madame, bien sûr. Effectivement, Quentin le disait, voici le maillot à gagner porté par Hans Van Aken dans un match de Ligue des Champions. Et oui, c'est un cadeau absolument exceptionnel qu'on vous offre ici dans le Clubhouse Football Time. Quand même, il faut savoir profiter de ces cadeaux fantastiques. Alors rendez-vous bien évidemment dans les commentaires le score final du match opposant le Cercle Bruges et le Club de Bruges. Et puis bien évidemment le premier buteur du match dans ce derby brugeois. Voilà, je pense qu'on a tout dit. C'est tout. On se retrouve après la trêve internationale. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao!